tous et bienvenue dans la jungle de Story Jungle dans la jungle de Story Jungle live, le deuxième numéro de cette série de shows sur LinkedIn. Et aujourd'hui, on va parler contenu. Et on va parler contenu qui engage. C'est donc un sujet aussi vieux que le content marketing ou que le brand content. Et alors, pour parler de contenu avec nous, je suis ravi d'accueillir dans la jungle de Story Jungle quelqu'un qui est dans le top 200 des influenceurs sur LinkedIn de Favicon et qui a développé par ailleurs une communauté sur TikTok de près de 180 000 personnes. Donc, je suis ravi d'accueillir dans la jungle de Story Jungle Diane Dumas. J'ai dit Diane Dumas, Diane Benamou. Diane Benamou. Alors, Diane Dumas, en fait, c'est une personne qui a travaillé dans l'équipe. On la salue, on lui dit coucou. Bonjour Diane, tu vas bien? C'est ton premier live sur LinkedIn? Tout à fait. Ouais. Ouais, moi, je trouve que pour le premier live sur LinkedIn, ça aurait pu mériter un lancement avec le vrai nom. C'est vrai. C'est pas grave, bah, ça sera l'anecdote du jour. Très bien. Bon, écoute, alors, donc on fait comme d'habitude. Si vous avez des questions à poser en fait, à Diane, à l'ensemble de l'équipe, n'hésitez pas à poster vos commentaires qui vont apparaître par ici. Donc, et bien sûr, on va essayer de les prendre, c'est pour ça que j'ai mon téléphone, au fil d'émission. Moi, je vais commencer. Est-ce que c'est la première fois que vous assistez à un de nos lives? Donc, n'hésitez pas à nous dire oui ou non. On est des grands habitués dans les commentaires. C'est une question rituelle que je pose en fait à chacun de live. Est-ce que c'est le premier live que vous faites avec nous, Story Jungle? Alors, Diane. Yes. Bonjour, Diane Benamou. Bonjour. Donc, en lisant ton compte LinkedIn, on apprend un certain nombre de choses. Et donc, je vais faire un petit portrait de toi. Donc, on apprend notamment que tu as fait une école de management à Strasbourg. Exactement. Ouais. On apprend que tu as 6500 abonnés LinkedIn. Ouais. Enfin, on a beaucoup plus sur une autre plateforme dont on parlera tout à l'heure, évidemment, bien sûr. On apprend que tu es conceptrice, rédactrice et scénariste au sein d'une agence qui s'appelle Splasher. On les salue, on leur fait un petit coucou, un petit bisou, c'est ça. Et en regardant tes vidéos sur LinkedIn, on apprend que tu es passionné par la création de contenu depuis très longtemps. Ça fait plus de 10 ans que tu travailles, en fait, que tu produis tes propres vidéos. C'est la vidéo que tu as publiée hier. On apprend que tu as une double personnalité. On va y revenir. Complètement. Voilà. Et qu'est-ce qui n'est pas dans ton profil LinkedIn? Qu'est-ce qu'on n'y apprend pas? Qu'est-ce qu'on n'y apprend pas? Oui. Oh là là. Bah, on n'y apprend pas que quand je rentre chez moi, je mets la musique à fond et que je danse tranquillement en plein milieu du salon, tout simplement. Non, franchement, je ne sais pas qu'est-ce qu'on n'y apprend pas, honnêtement. J'ai pas développé le côté musique, très honnêtement. Mais après, est-ce que ça sert? Et j'ai l'impression que tu n'as pas parlé de ton double donc sur TikTok. Ah oui, bah oui. Estherium. Je ne parle pas d'Esther. Je parle pas beaucoup d'Esther. Bien que je mets quand même des vidéos qui sont sur TikTok via Esther, un petit peu sur LinkedIn. Je fais des petits tests de temps en temps pour voir si Esther est acceptée sur LinkedIn. Mais je choisis bien les thèmes, très honnêtement. Alors, avant de rentrer sur le sujet du jour, juste pour essayer un peu de bien cerner comment toi, tu es venu en fait à la création de contenu. Tu as commencé sur LinkedIn, hein, c'est ça? Oui. Tes premières vidéos, c'était déjà au sein de Splasher ou c'était déjà C'était avant Splasher parce qu'en fait, je me suis fait repérer par Splasher grâce à LinkedIn en faisant un CV vidéo. Donc, à la base, je n'avais aucune entreprise. J'étais complètement à la recherche justement qu'on me trouve et qu'on me donne un emploi, tout simplement. Donc LinkedIn était la plateforme parfaite. Moi, je faisais des vidéos de mon côté, mais c'était plus des vidéos musique, quotidien. Et je les mettais sur Facebook pour amuser mes amis, tout simplement. Et un petit peu sur YouTube. N'allez jamais sur YouTube regarder Diane Benamou parce que vous trouverez des choses pas confortables pour moi, tout simplement. Tout simplement, et donc voilà, tout simplement, j'ai commencé sur LinkedIn avec ce CV vidéo et ensuite, j'ai laissé une période d'1 an et demi, 2 ans où je n'ai rien fait sur LinkedIn parce que je ne me sentais pas légitime à ce moment-là de parler de création de contenu parce que j'avais besoin de faire mon apprentissage chez Splasher complètement pour ensuite communiquer un petit peu ce que j'ai appris. Et alors, au passage, on va présenter Charlotte qui est notre directrice d'opération CEO et Eve qui est content stratégiste à Story Jungle. Bonjour aussi. À vous deux, désolé. Et bonjour.
Et donc, tu t'es mis en fait à TikTok il y a quoi? Un an? Un petit peu moins d'un an. Ça fait 9 mois. 9 mois. Le temps de faire un bébé. Voilà, le temps de faire Je un ne l'ai bébé. pas fait. Je ne l'ai pas fait, j'avais pas le temps. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas sur Oui. TikTok, je pense que ça peut être intéressant de montrer ce que tu fais sur TikTok. Alors, donc, Diane Benamou sur TikTok, c'est ça. Les gars, FTX est en train de se faire déchirer sa mère. Là, je suis encore choquée, ok? En gros, tout a commencé il y a 24 heures. Arrêtez de trader. Soyons honnêtes juste 2 secondes. Faire du trading, c'est se battre contre des personnes qui ont fait 8 ans d'études. Les gars sont smart et surentraînés. Et toi, là, tu penses que tu peux les battre en étant sur ton canapé avec ton petit ordi et ton petit plaid, qui a le but et noisette à l'air, en se proclamant trader parce que t'as regardé 3 vidéos sur YouTube? Non mais franchement. En vrai, Squeezie, il appartient au Web 2. C'est quoi la différence entre tous les webs? Et depuis quand il y a plusieurs webs? 98%. Voilà, je pose ça là. Et j'espère que c'est clair pour vous. Non. Ok, alors j'adore les cryptos, hein. Mais quand il y a des chiffres qui tombent, il faut en être conscient. Il y a une étude qui vient de sortir et elle est vraiment flippante. Et il semblerait que 98% des jetons sur Uniswap soient juste des énormes scams. Et j'en profite pour dire bonjour à Gladys, Madison, Clémence, Frédéric. Bonjour à tous, bonjour Malika. Et donc, bienvenue sur le live. Donc, tu as commencé il y a 9 mois. Et donc, succès. Elle a 180 000 abonnés aujourd'hui sur la plateforme. On va parler justement de comment tu as créé ces contenus qui engagent. Si toi, tu pouvais dire en fait une raison pour laquelle tu penses que tu as rencontré ce succès, avant qu'on rentre dans le détail. Oui, très honnêtement, alors, je peux en dire 2, comme ça au moins, on va... Ok. Période très très bonne déjà pour les cryptos. Les gens avaient besoin de se renseigner là-dessus parce que le marché était en plein essor. Et, sujet plus controversé, je suis une femme. Tout simplement. Je suis une femme, il n'y en avait pas beaucoup de présentes sur la plateforme. Et quand je suis arrivée, avec ma tête qui apparemment dans les commentaires n'est pas très cryptoisable, on va dire, c'est très bizarre, on m'a dit ça dans les commentaires. On t'a dit que ta tête n'était pas cryptoisable. Non, pas cryptoisable. Là, on est clairement sur un vocabulaire qui n'existe pas dans le Larousse, mais non, je n'ai pas l'air de connaître quoi que ce soit en crypto. Donc voilà, va plutôt faire des tutos beauté, make-up, cheveux, bien sûr. Les premiers commentaires, c'était Nabila de la crypto. Donc voilà. Sympa. C'est sympa. Je ne prétends pas être Nabila. Il faut avoir la peau dure pour s'exposer sur les réseaux. Oui, et en même temps, franchement, vu que j'avais LinkedIn à côté, pour moi, c'était une nouvelle expérience. J'avais plein de choses. J'avais mon travail à côté. C'était pas l'entièreté de ma vie. Et c'est ça qui est bien aussi d'avoir Diane et Esther. C'est que si Esther va pas bien, Diane, elles se sent très bien. Il n'y a pas de souci. Très schizo ce que je viens de dire, super schizo. En même temps, vous avez vendu un dédoublement de la personnalité. Oui, c'est complètement ça. Voilà, je mens pas. Alors on va rentrer dans le dédoublement de la personnalité, Okay. mais d'abord on est sur LinkedIn et en fait il s'est passé pas mal de choses sur LinkedIn ces dernières 48 heures, il y a eu des annonces et donc on va passer aux news LinkedIn. Se tenait le B2B Live, donc un événement à San Francisco où LinkedIn a pu faire plusieurs annonces, donc on vous a gardé vraiment le meilleur. Donc la news numéro 1, c'est qu'il sera bientôt possible de sponsoriser les posts de vos collaborateurs sur LinkedIn, donc sur votre page entreprise, avec leur autorisation bien évidemment. Là on voit le VP Product Marketing de LinkedIn. Donc c'est un bon moyen de mettre en avant vos ambassadeurs. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, peut-être l'occasion en fait, de lancer votre stratégie d'employé advocacy. Donc la seconde news, donc toujours dans les formats publicitaires, c'est le click to message. Donc c'est un nouveau format en fait, qui va permettre à votre cible de rentrer en contact, de commencer une conversation sur son feed. Sûrement une manière de contourner les conversations ads, donc qui était l'ancien format qui a été interdit l'année dernière suite à la nouvelle réglementation européenne. Donc voilà, deux news vraiment ciblées sur la publicité. Et une petite question pour toi, Diane. Est-ce que tu conseilles aux créateurs de se lancer dans la sponsorisation? Faut-il doper ses Doper ses contenus? Ou est-ce que c'est tabou? Oui, c'est tabou. Voilà. C'est un peu tabou, c'est complètement tabou. Mais que multiplateforme, on parle bien, ou que LinkedIn? LinkedIn et toutes les autres plateformes, on est toutes plateformes.
doper ses publications pour avoir plus de vues, c'est non. Non, complètement. En fait, tout créateur a envie de mettre son contenu sur une plateforme et de le tester, tout simplement, et d'avoir un retour fidèle à ce qu'il pourrait justement recevoir de ça. Donc, en soi, il n'y a aucun intérêt pour eux à se dire « je vais mettre une vidéo, payer des vues », sauf si, bien sûr, c'est juste une envie d'avoir plus d'abonnés ou quoi que ce soit. Mais ils veulent toujours s'améliorer, ils veulent comprendre surtout c'est quoi la recette pour eux qui marche. Donc là, il n'y a aucun retour. Ça ne marche pas. En même temps, si on change de casquette, pour toi, si tu changes de casquette, tu prends ta casquette agence, et qu'on parle des marques et des annonceurs. On trouve, enfin, l'impression qu'on a, c'est que sur LinkedIn, il y a un petit peu deux univers qui se parlent assez peu. L'univers, en fait, d'ailleurs, plus généralement, freelance, mais aussi patron de petites entreprises, et où là, je dirais, la médiatisation est assez peu évoquée. En revanche, pour les grandes marques, c'est bien sûr fondamental. Oui, c'est fondamental, mais en fait, les petites entreprises ou alors les freelances, ils ont besoin de se lancer et de montrer leur tête, tout simplement. La seule façon en fait, de captiver les gens pour qu'ils viennent ensuite travailler avec eux, c'est de se vendre de vendre plus que leur société, c'est de vendre une personne. Donc en soi, faire du personal branding, ça suffit largement pour eux. Les grandes marques, ils ont déjà ils ont déjà implanté l'image de leur marque dans la tête des gens. Ils n'ont pas vraiment besoin de convaincre. J'ai l'impression, en tout cas, ça c'est mon impression. Et après, donc faire du sponsorisé, c'est plus intéressant pour eux parce qu'ils ont un contenu beaucoup plus travaillé, ils ont le budget pour ça, il n'y a pas de souci. Mais je trouve que c'est beaucoup plus fidèle pour les petites entreprises de faire ça. Ce qui retient l'attention, vraiment, c'est la première news que tu donnes, c'est qu'en fait, les entreprises, les marques sont quand même pas mal en train d'essayer de trouver des ambassadeurs en interne. En fait, la question, c'est comment tu crées tes propres créateurs. C'est-à-dire comment tu arrives à faire monter des gens qui vont créer leurs propres audiences. Et là, ce qui est intéressant, c'est que du coup, elles vont pouvoir aussi aider avec de la sponsorisation leurs ambassadeurs internes à trouver une audience sans qu'ils y passent énormément de temps, parce que ça, on va en parler, le facteur temps, il est énorme. Il est énorme. C'est quoi le budget temps Le budget temps pour une vidéo LinkedIn Pour globalement, combien de temps tu passes dans ta création? C'est vraiment différent selon les plateformes. TikTok, c'est une demi-heure par jour. C'est rapide. C'est très rapide. Et une vidéo LinkedIn, là, celle-ci, que j'ai sortie hier sur 10 ans de rétrospective, avec toute la recherche d'archives que j'avais, ça a duré au moins 12-15 heures. C'est énorme. Et après, le pire dans tout ça, c'est que le texte que j'ai écrit m'a pris 30 minutes à écrire. Donc vraiment, c'est sorti d'un coup. Et après, c'est tout le reste. C'est avoir l'envie de se filmer pour dire ça, se convaincre que ça va peut-être être un contenu intéressant pour les gens, parce que c'est très... faut pas se mentir, c'est un peu narcissique comme truc de dire, bien que je sais qu'il y a quand même un retour intéressant certainement pour les gens. Je raconte pas ma vie pour rien. Mais il y a énormément de travail derrière. C'était les 10 ans, c'est un retour sur les 10 dernières années où tu expliquais d'où venait en fait cette volonté de créer des contenus, notamment passion pour le cinéma, passion pour en fait... pour tenir une caméra, tout simplement. Ouais, complètement. Mais c'est un travail très très long dans le sens où on doit se replonger dans 10 ans d'archives et vraiment c'est pour avoir des choses... Parce que quand on écrit le texte, on ne se rend pas compte qu'après on va devoir illustrer ça. Et à quel moment, je vais me rappeler qu'à 17 ans, je me suis filmée en train d'éteindre ma lumière chez moi et de regarder un DVD. Déjà, j'étais bizarre à cette époque de me filmer en train de faire ça. C'est un peu étrange. Mais j'étais heureuse de retrouver ça. Mais il faut aller piquer. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans cette vidéo, c'est que tu donnes des preuves que la création de contenu, ça peut venir de loin en fait. L'envie de créer des contenus et de produire des vidéos courtes sur TikTok. Ouais, il y a cette envie-là. La plupart des créateurs sont comme ça, c'est-à-dire ils ont cette envie folle de vouloir partager du contenu, mais partager dans le sens où n'importe quel élément dans leur journée peut devenir un contenu, n'importe quelle situation. Et donc ça, c'est hyper important que les gens se rendent compte que ces créateurs-là, c'est une grande partie. Eux, ils ont ça en tête tout le temps. C'est-à-dire là, je suis chez vous, je peux en faire un contenu, il n'y a pas de souci. Je peux être dehors dans la rue, je peux en faire un contenu. Merci. Mais par contre, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on rentre dans une dictature aussi de la création de contenu. Vous êtes obligé aussi d'en faire. Et le truc, c'est que y a des gens qui l'ont depuis toujours et qui sont très à l'aise avec ça.
Et il y a des gens qui, du coup, lancent leur société aujourd'hui, qui se retrouvent sur LinkedIn et qui sont obligés, en fait, parce que c'est la seule façon d'avoir de la visibilité, d'apprendre, de se forcer à être devant une caméra, de se forcer à montrer leur tête. C'est pas simple de se mettre devant une caméra. C'est pas simple de s'exprimer. Il y a énormément d'éléments bloquants. Sachez que même nous, quand je suis en tournage avec Splasher, des comédiens qu'on paye ont du mal des fois à parler devant la caméra et pourtant c'est leur métier et c'est très bloquant. Donc il y a une dictature de ça parce que c'est obligatoire aujourd'hui, parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce que sur Internet, comme on le dit depuis des années, depuis la création de Splasher en 2019, on disait en 2022 90% du trafic Internet sera vidéo. C'est réel. Et si on ne s'intègre pas à cette stratégie-là, on se perd. Et c'est très compliqué. Peut-être on peut poser la question en fait à l'audience, est-ce que vous envisagez, vous, de créer et de vous mettre en fait, à créer des contenus, peut-être dans un contexte peut-être plus professionnel, on est sur LinkedIn. Mais donc n'hésitez pas à répondre dans les commentaires. Et Eve, il y avait 2 autres news qu'on avait retenues. Donc là, on est plus dans des news mesures, donc métriques. Donc la numéro 3, c'est LinkedIn qui propose un nouvel outil de mesure, donc le Website Action. C'est vraiment un outil qui va vous aider à comprendre le comportement, la connaissance de votre cible sur votre site internet. Donc complètement un outil de retargeting. Donc parce que ça, en fait, ça va regrouper toutes les actions en comportements significatifs et ensuite ça va vous permettre de nourrir et d'engager votre cible. La dernière news, donc une autre nouveauté côté mesure, le B2B Index. Donc c'est une mesure qui va vous permettre, un indicateur qui va vous permettre de comprendre l'impact de votre entreprise sur la plateforme. Donc c'est basé sur 3 critères. Donc c'est basé sur 3 critères. Donc la créativité, l'intérêt de votre audience et l'investissement. Donc c'est vraiment un indicateur de mesure pour savoir si vous êtes bien positionné sur LinkedIn ou pas. Donc la question que je vais te poser, c'est est-ce que tu analyses la performance de tes contenus et pour toi, ce serait quoi les indicateurs les plus importants? Sur LinkedIn? Ouais. Clairement, moi, c'est commentaires et likes parce qu'en soi, des fois, j'essayais de faire des ratios. Je me disais le nombre de likes par rapport au nombre d'impressions, des choses comme ça, ou j'essayais de voir ça. Honnêtement, maintenant, les impressions, je regarde moins. Je vois surtout les personnes, enfin, le nombre de likes que j'ai récolté, le nombre de commentaires. Parce que des fois, je me dis, bon, ok, les gens ont regardé, mais n'ont pas réagi à ça réellement. Donc, c'est vraiment ça la donnée que je regarde le plus, c'est est-ce que ça a touché les gens. Et est-ce que aussi, parce qu'en dehors de ce que vous voyez, il y a aussi les messages qu'on reçoit derrière. Et par exemple, encore une fois, une vidéo comme hier, parce que c'est très, très frais, une vidéo comme hier, j'ai reçu une vingtaine, trentaine de messages rien que sur ça. Et pour moi, c'est ça, en fait. C'est pas avoir 1000 likes, 2000 likes et tout ça. C'est avoir des gens qui ont regardé jusqu'au bout. Ils peuvent me dire clairement la phrase de fin, ce qui est incroyable. Voilà, c'est ça. Après, le watch time, moi, je sais pas si je peux l'analyser sur LinkedIn, très honnêtement. Par exemple, le temps qu'une personne passe sur la vidéo entièrement. Tu peux le voir sur le... Si, on peut le voir. Tu peux le regarder, oui. Ok, ça je regarde pas. Mais par exemple, sur une vidéo de 4 minutes, j'aimerais bien savoir qui est-ce qui est resté jusqu'au bout, par exemple. Et ça serait très très cool. Ça, pour le coup, c'est une donnée que je regarderais bien. Okay. Mais, voilà, mais en fait, tu n'as pas beaucoup d'analyses statistiques disponibles en organique. Tu en as beaucoup plus en oui, c'est sur ça. Ouais, moi, c'est surtout de l'organique. Donc, j'ai pas sur ça. Non. Alors, on va parler vraiment des contenus. Juste un mot quand même sur ce que vient de partager Eve. Globalement, sur l'événement B2B Live, nous, ce qu'on a compris, ce qui était intéressant, enfin, ce qui était partagé par LinkedIn, c'était que la vision de la plateforme, ils l'ont répété à plusieurs reprises, c'est la première fois qu'ils l'assument aussi fermement, je trouve, c'est devenir en fait le nouvel Amazon du B2B. C'est essayer de faire en B2B ce que Amazon a fait en B2C. Et donc l'idée, c'est effectivement de mettre en place plein d'outils de mesures pour être capable de voir un petit peu ce qui se passe, enfin, et comment on convertit en fait dans les campagnes B2B, comment en fait à qui on doit attribuer en fait la réussite sur un client, etc., etc. Il y a pas mal d'outils en fait qui vont arriver dans les prochaines semaines. Un des trucs sur lesquels ils insistaient aussi pas mal, c'est la partie, je dirais, plus conversationnelle. C'est vraiment, il y a l'ambition d'aller encore plus loin dans l'aspect conversationnel sur LinkedIn.
Comment toi tu vois évoluer la plateforme? Comment je vois évoluer Ouais. la plateforme sur ça? En discutant la semaine dernière, tu me disais par exemple Oui. que tu avais commencé à produire des vidéos, puis Ouais. tu avais vu que certains autres formats prenaient un petit Oui, peu le pas. complètement. Le carrousel par exemple. Les carousels, moi je vois. En fait, déjà, je vois qu'ils mettent de plus en plus en valeur, en tout cas, moins les vidéos, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Je vois que le reach organique est beaucoup moins grand, donc on arrive moins à toucher énormément de monde. Une personne qui a 20 relations n'arrivera pas à faire ce que j'ai fait il y a 4 ans avec un CV vidéo. Enfin, c'est très compliqué. Je vois les carousels, je vois les contenus texte, je vois contenu texte associé à une image toute simple aussi, ça peut très bien marcher. Mais oui, je vois que ça se tend plus vers ça et qu'ils ont envie de se détacher justement du côté vidéo qui était omniprésent juste avant. Ils avaient lancé les stories, ils sont revenus en arrière, ouais. les stories. Ouais. L'impression qu'on a quand même en discutant avec eux, c'est que le format vidéo va rester central et il y a pas mal de choses qui sont en cours de préparation. Okay, c'est une bonne Aujourd'hui nouvelle. d'ailleurs, si tu regardes sur les aspects plus publicitaires, c'est des formats qui marchent très très bien. Oui, en fait. Il y a ça, c'est sûr. des tactiques que tu peux mettre en place avec aujourd'hui les bonnes tactiques de publicitaires doivent s'appuyer sur les vidéos parce que tu crées une audience et Bien ensuite sûr. tu vas la retargeter. Bien sûr. Mais voilà. Alors, on va prendre quelques commentaires. On a Gladys qui nous dit que ton témoignage est très très inspirant. On a Julie, salut Julie, qui nous dit que effectivement en tant qu'ex-annonceur, il n'est pas possible de faire du 100% vidéo. Par exemple, le e-retail qui demande beaucoup de formats très statiques. Donc effectivement, ça explique un peu aussi par exemple sur LinkedIn, il y a les document ads qui sont, tout ce qui est document effectivement qui est vraiment original, d'où effectivement les formats carousel qui sont très poussés. On a Frédéric qui nous rappelle qu'il faut s'intéresser aussi au SSI. C'est le Social Selling Index. Je ne sais pas si tu connais cette... Pas du tout. Alors, le Social Selling Index, c'est en fait une mesure qui était avant proposée avec Sales Navigator, qui est un outil de LinkedIn, mais qui est disponible aujourd'hui pour tout le monde. Et ça permet de voir comment LinkedIn perçoit l'impact qu'on a sur la plateforme. Donc, c'est un indicateur. Alors, on trouve que ce n'est pas forcément hyper corrélé au reach et à l'engagement, mais ça l'a été beaucoup. Et en tout cas, c'est un indicateur. Et surtout, ça dit, parce que ça s'appuie sur 4 critères, ça dit sur quoi LinkedIn t'attend en tant que créateur de contenu. Voilà. Ah bon, d'accord. C'est bon. Faire du réseau, etc. Donc, je peux un peu vous tapez Social Selling Index et vous allez voir, vous arrivez sur une page et vous cliquez sur obtenir mon Social Selling Index et vous pouvez le partager. Comme ça, on va voir un peu quelles sont effectivement les moyennes de Social Selling Index dans l'audience. N'hésitez pas en tout cas. On va passer donc on va parler contenu. Voilà, on va passer à l'obsession, parce qu'on s'intéresse effectivement aux obsessions sur LinkedIn. Les obsessions sur LinkedIn. L'obsession du moment, on aura bien compris. Alors, en même temps, c'est une obsession du moment, mais c'est une obsession qui n'a rien de nouveau. C'est l'engagement, on vient dans tout ce qu'on vient de se dire là est directement lié. En même temps, l'engagement, comme le disait Gilles en introduction, c'est le nerf de la guerre. Et en même temps, il y a une question qui est en train d'émerger. Est-ce que sur LinkedIn, l'engagement, ça va se tendre? Pourquoi je pose la question? Parce qu'en termes d'engagement LinkedIn, jusqu'à présent, même encore aujourd'hui, c'est la valeur sûre. Par rapport aux autres plateformes, on est à peu près sûr qu'on est bien. Mais là, très récemment, l'algorithme Report 2022 a peut-être lancé un pavé dans la jungle. Petit clin d'œil. Elle est belle. Ça, c'est pour les personnes qui sont abonnées à notre newsletter. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils ont relevé que 99,9% des utilisateurs avaient constaté, subissaient une baisse de leur reach et de l'engagement. Ça t'étonne? Ça ne m'étonne pas du tout. Ça ne m'étonne pas du tout parce que moi, j'ai arrêté un petit peu de faire des contenus. J'en faisais à peu près... Alors, au tout début, j'en faisais une fois par semaine, ce qui n'est pas beaucoup en soi pour un créateur de contenu LinkedIn. Je sais que des vrais créateurs qui se donnent à fond sur LinkedIn font à peu près 2 posts, 3 posts même dans la journée. Moi, sur le coup, je ne pouvais pas, très clairement, je n'avais pas mon temps entier pour ça, mais je faisais une vidéo par semaine, puis après une vidéo toutes les 2 semaines, jusqu'à arrêter et reposter des choses ou alors aller sur texte, photo ou des choses comme ça. Pourquoi j'ai arrêté? Parce que tout simplement, 15 heures de mon travail
pour au final voir que mes stats, c'est terrible de parler en stats, mais en soi, il y avait quand même une joie de voir que mon contenu était vu. Donc d'un coup… Et ça marchait pas mal d'ailleurs. Il y avait, ça marchait très bien, ça marchait très bien pour le nombre de posts que je faisais, ça marchait très très bien. Mais à un moment, j'ai vu qu'une vidéo qui m'avait pris 20 heures à faire avait fait peut-être, je sais pas moi, 100 likes. Et sur le coup, je me disais normalement celle-ci, parce que c'était une vidéo transition, des choses comme ça, et je savais à peu près qu'en général, ça allait vers 700, 800 likes. Vraiment, on allait sur ça. Et boum, c'est descendu à 100. Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Mais justement, selon toi, qu'est-ce qui s'est passé ? Moi, selon moi, comme toute plateforme, au départ, quand elle veut attirer des créateurs de contenu, elle met un reach organique gigantesque. On peut attirer un maximum de gens en postant juste quelque chose en n'ayant pas forcément énormément d'audience au départ, pour justement faire monter les personnes. Et une fois qu'on a la plateforme à sa poule vraiment de créateurs, et ben elle commence à resserrer les taux pour ne plus justement que les gens émergent et arrivent. C'est à peu près comme ça. C'est ce qui s'est passé avec Instagram, c'est ce qui s'est passé avec YouTube, très facilement. Et TikTok, par exemple, de la même façon, avait ouvert son reach organique gigantesque, vraiment au tout début de la plateforme. On l'a vu juste avant le confinement. Oui, tu as pris la vague au bon moment d'ailleurs. Alors, pas du tout, justement. Ouais. On était quand même en pleine bourre organique. Sur TikTok, non, justement. Parce que tous les créateurs sont arrivés au tout début du confinement. Ils ont ouvert leur reach comme jamais. Et puis d'un coup, plus rien. C'était déjà un gros reach, c'était quand même encore C'était un gros reach. Et honnêtement, même autour de moi et les personnes qui sont chez Sparkle, notre entité qui s'occupe uniquement de TikTok, n'ont pas compris comment j'ai pu monter aussi vite. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, j'ai 180 000 abonnés. Mais il faut savoir que 100 000 sont arrivés en 2 semaines. Donc, on n'a pas compris la montée fulgurante. Je mangeais un dîner et puis j'avais 20 000 abonnés en plus. C'était n'importe quoi. Donc, on n'a pas compris. La plateforme a mis ça en valeur d'un coup. Ou alors, les gens sont déchaînés, j'en sais rien. Mais ça a marché comme ça. Quand on revient à LinkedIn, du coup, pour moi, juste le reach organique a été baissé parce que tout simplement, on ne peut pas faire émerger plus de monde. Et on a besoin maintenant de garder cette pool-là et de la renforcer, et surtout après peut-être de générer du paid pour les personnes qui ont envie de faire plus de vues. Alors, comme sur Insta. On a Mélodie qui nous demande faut-il privilégier des vidéos courtes de moins d'une minute ou pas? Alors, c'est pour LinkedIn. Alors, pour LinkedIn, moi j'ai envie maintenant qu'on parle un petit peu des deux, que tu nous dises aussi, que tu nous La fasses un petit peu un parallèle, okay. une différence entre les deux. Et puis Malika qui nous demande aussi des tips concrètement. Des tips. Alors, rentrons dans le… Des petits tips. Ok. Alors sur la minute d'abord. Sur la minute. Faut-il faire des vidéos courtes ou faire des vidéos plus longues? La dernière, celle que tu as publiée sur LinkedIn, c'est 4 minutes. Elle fait 4 minutes. Voilà. On n'est pas du tout dans les codes du genre. J'ai tendance à croire que LinkedIn, ça reste quand même du feed et que c'est un contenu. Tout dépend en fait de la façon dont on consomme les vidéos et à quel moment on regarde les vidéos. Par exemple, un TikTok. Non, je ne vais pas aller sur TikTok directement parce que c'est la dernière chose, on va dire. Un YouTube, on le regarde quand on est en pleine activité dans la journée, mais qu'on a quand même une oreille ouverte. Je m'explique. Mesdames, make-up, petite vidéo YouTube. Messieurs, cuisine, ménage. Petite vidéo YouTube. Bien sûr, évidemment. Muscu. Voilà, petite vidéo YouTube. Enfin, vous voyez, il y a toujours une activité à côté. Et en même temps, on peut avoir un petit œil comme ça sur le côté. Bon, je ne mets pas en valeur les moments où dodo, tout ça, YouTube, ok. Au passage, YouTube vient d'annoncer que le nombre d'abonnés avait explosé, je n'ai plus le chiffre en tête. Preuve que les gens aussi les passent en boucle, se font des playlists et on a un petit peu marre justement de la pub et s'abonnent pour ne plus avoir la pub. Exactement. Donc c'est effectivement ça. Ouais, c'est ça. C'est cet usage. Donc YouTube. Oui, YouTube, ça c'est ça. Facebook, Insta. Pour moi, je regarde plus pour les contenus feed et non pas pour les stories. Je suis plus comme ça, mais je suis plus sur les contenus feed. J'ai pas envie de me prendre la tête. Je ne sais pas clairement ce que je cherche et c'est souvent sur un moment où je ne suis pas totalement… j'ai un moment à donner à ça, donc c'est par exemple dans les transports. Je regarde un flux Insta, voilà, tac, 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 au bureau, très rapidement, hop, je check, mais c'est un peu inconscient. C'est-à-dire vraiment, on n'est pas totalement captivé. Contrairement à YouTube, où c'est une plateforme de passionnés, on sait à peu près ce qu'on recherche et après on se laisse voguer. À vous de voir jusqu'où vous allez… Voilà, les tellement vrais sont vite arrivés, voilà. Et donc, ça, c'est vraiment des moments, des instants.
LinkedIn, Du coup, Oui. juste, ça Ouais. te conduit à faire des vidéos plus courtes et plus dans l'impact? C'est ça que tu veux dire? justement, c'est pour ça. LinkedIn, Ouais. pour moi, c'est un petit peu du feed, Mhm. combiné quand même avec un algorithme qui vous donne ce que vous aimez quand même. Donc, on est un peu sur la même logique que Facebook Insta, on va dire, parce qu'on recherche, on va un petit peu, mais on a quand même des contenus qui sont plus fixes sur un intérêt qui est quand même le professionnel. Donc, en soi, on est posé au bureau et à vous de voir comment vous travaillez. Mais moi, perso, je sais que j'aurais plus tendance à regarder des vidéos plus courtes, bien que moi, j'en fais des plus longues. C'est très étrange ma logique sur le coup. Je vous l'accorde. Mais je me dis, si le thème est annoncé, en fait, c'est qu'une question de susciter l'intérêt et de le garder jusqu'au bout. Si le thème est annoncé, comme je vous dis hier, 4 minutes, ok, mais j'ai dit, je résume 10 ans de ma vie en 4 minutes. Qui est capable de faire 10 ans de 4 minutes en 4 minutes, franchement? Si vous n'avez pas 4 minutes devant vous pour écouter 10 ans, voilà. Donc c'est Mais les fameuses 3 premières secondes. C'est les fameuses 3 premières secondes, ça c'est mon tips à moi si vous voulez, et c'est applicable sur toutes les plateformes, c'est la base de la perf. Vous captivez les gens avec les 3 premières secondes. Comment vous captivez les gens? Soit vous avez des premières images qui sont bien impactantes, et je vous expliquerai si vous voulez comment on fait des images impactantes, hein, mais soit vous mettez un titre accrocheur. Moi je reste sur mon format avec les bandes blanches. Alors c'est moins joli, je vous l'accorde, mais en soi ça annonce le thème, ça dit clairement, bon, des fois on essaye de ne pas faire du putaclic. Voilà, désolé pour le putaclic, mais il faut quand même susciter un peu l'intérêt. Donc moi, je le mets là-dedans parce que j'ai pas envie de commencer avec un gros boom, s'il vous plaît, regardez-moi. Donc je le mets là-dedans, mais en soi, si vous voulez faire les 3 premières secondes, il y a des atouts, enfin des visuels qui marchent et qui ont été prouvés sur les réseaux. Très bête. Une vidéo qui attire l'œil, c'est quelque chose qui tombe, quelque chose qui vient du fond, quelque chose qui coule. Voilà, dès le départ. Ah, là, c'est des tips. C'était mes tips. Non, mais visuellement, je veux dire, visuellement, c'est ça. Et on ne prend pas en compte, par exemple, le texte que vous allez dire, parce que le texte est très important. Tu penses que Quelle ça que marche, soit la plateforme, quelle que soit la plateforme. c'est physique. C'est de la même façon que dans la rue, on peut être attiré par quelque chose qui se détache d'un paysage. C'est exactement ça. Vous êtes sur un flux sur le feed qui va clairement, voilà, horizontalement. Et si vous avez quelque chose qui casse cette vibe, et ben directement, vous êtes attiré. C'est comme ça, visuellement. Mais on ne prend pas en compte le contenu texte, en fait, que vous dites. Après, derrière, il faut avoir ce côté perf dans le texte. Donc, comment vous attirez ça? Et ben là, il va falloir s'entraîner sur vous-même, sur vos amis, sur plein de choses. Parce que les premières phrases que vous allez dire vont attirer, vont captiver. On peut prendre n'importe quel thème. Je ne sais pas, est-ce que vous avez un thème en tête? Un petit thème. Ce qui se passe dans une jungle, par exemple. Ce qui se passe dans une jungle. C'est pas facile. Non, mais alors, ok, ce qui se passe dans une jungle, bah écoutez, mais si vous avez. Non, mais LinkedIn devient conversationnel. Non, mais voilà. je veux dire, oui, non, mais ce qui se passe on va prendre ce qui se passe dans une jungle. Mais en soi, votre vidéo, elle est structurée. Si au départ, vous voyez que vous n'avez pas une bonne accroche, vous savez que vous avez un moment un peu impactant dans la vidéo, vous le remettez au départ. Peut-être c'est un truc où vous faites semblant de vous faire mordre par un tigre. Bon, bah, voilà, tac, vous le mettez au début. Petite accroche de quelques secondes. Ou alors, vous commencez par une phrase en disant j'ai vécu 3 mois dans la jungle et je vous raconte mon expérience. Je pense que là, les gens ils se disent bon, bah, je sais à quoi m'attendre et ça me donne envie. C'est juste ça. Dans les plateformes, on en a vu plusieurs, tu n'as pas parlé de TikTok. Oui, parce que TikTok, c'est un peu hybride aussi. TikTok, c'est très pour hybride. toi aussi qui marche beaucoup. Alors, TikTok, pour moi, c'est déjà le marché de l'attention, très clairement. Donc, toutes les vidéos qui marchent sur TikTok, c'est des vidéos qui sont pure perf. C'est exactement ce que j'ai appris chez Splasher. Nous, on fait clairement des vidéos qui sont sur le bas de femelle, on n'est pas sur du branding, on n'est pas sur des choses comme ça. Ouais, c'était la petite... Non, mais c'est surtout pour vous dire à quelle école j'ai été amenée, quoi. Donc, pour vous dire que vraiment bas de funnel. Et en fait, quand je suis allée sur TikTok, je me suis rendu compte que n'importe quelle vidéo aurait pu être sponsorisée. Donc, en fait, les vidéos qui marchaient, c'était des vidéos qui accrochaient l'œil dès le début et qui le gardaient jusqu'à la fin et qui potentiellement à la fin vous donnaient un call to action qui vous disait allez vous abonner ou alors commenter ou alors liker. Et du coup, en fait, c'est clairement ce que j'apprends. C'est faire de la publicité avec accroche, truc, et à la fin, bah, commander. Donc, c'est ce marché-là. La seule chose, c'est que TikTok est très bizarre parce que contrairement à toutes les plateformes que j'ai pu tester, il ne se greffe pas à un moment de votre journée. TikTok, vous créez un moment TikTok dans la journée. Je ne sais pas si vous captez ce que je voulais dire sur ça. Je veux dire que moi, je ne fume pas.
Mais je pense que c'est pareil qu'une clope, TikTok. Ouais. Les gens qui fument, certainement, vont dehors pour se créer un moment clope. Et bien moi, j'ai créé ce moment TikTok. J'ai créé un moment dans ma journée où je vais me caler comme ça, et 5 minutes, 10 minutes, souvent 2 heures, je vais rester sur TikTok. Mais ce moment-là, si TikTok n'existait pas, il n'aurait aucun autre intérêt. Est-ce que c'est un peu similaire à Instagram? Ben, pas tellement. Parce qu'Instagram, alors on peut, selon le taux d'addiction à la plateforme, hein, bien sûr, mais Instagram, j'ai l'impression que c'est pareil, c'est toujours greffé à un moment. Moi, si je n'étais pas addict à Instagram ou Facebook, j'irais uniquement dans des moments où j'ai besoin de combler le temps. Mais combler le temps, par exemple, encore une fois, dans les transports, dans les choses comme ça, au bureau, quand j'ai un petit moment. Mais les gens qui sont accros, en général, développent un peu plus. Donc du coup, ils vont créer des moments comme pour TikTok. Mais du coup, voilà. Et pour la longueur des vidéos sur TikTok, moi j'avais tendance à croire, parce qu'on s'en est parlé justement de ça. Moi, TikTok, c'est des vidéos impactantes, courtes, hyper intéressantes pour ça. Et là, patatras. Et la patatras, la bêta. Exactement. Exactement. Et là, en fait, aujourd'hui, les TikTokers peuvent être rémunérés Ouais. ils ont donc plus de 10 000 abonnés. Plus de 10 000 abonnés, 100 000 vues par mois. 100 000 vues par mois, et ils produisent des vidéos, enfin les vidéos qui vont être rémunérées, c'est les vidéos de plus d'1 minute. Plus d'1 minute. Et là, moi, je me suis posé la question. Ça sent fort. Ça sent fort, c'est-à-dire on voit que ça. On voit, ça tire, comme on dit, ça tire à la pêche. Quoi. Ouais. En fait, Ça rallonge. Voilà, ça rallonge, exactement. Moi, sur le coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit, qu'est-ce que TikTok cherche? Vraiment, qu'est-ce qu'ils cherchent? Parce que YouTube, quand ils avaient fait ça, parce qu'ils ont fait la même technique pour attirer les créateurs et leur dire, faites des vidéos plus longues. À l'époque, les Normal, les Cyprien, ils faisaient des vidéos de 4 minutes parce qu'ils pensaient que l'attention des gens, ils ne pourraient pas la garder aussi longtemps. Sauf que YouTube, il a des stats. Et il sait qu'on regarde YouTube très longtemps, qu'on enchaîne les vidéos. Donc en soi, si le temps de préparer un risotto, on peut regarder des vidéos beaucoup plus longues où il y a justement beaucoup plus de pubs, c'est banco pour eux. Donc ils comprennent notre façon de consommer et ils le communiquent aux créateurs en disant, si tu fais 8 minutes, moula. Voilà, vraiment, je te donne l'argent. Donc ça motive les créateurs. TikTok, c'est la même chose. Ils se disent, il y a une façon de consommer qui change. Les gens, même si c'est des vidéos de 15 secondes, 30 secondes, il reste beaucoup plus de temps. Des fois même, ils y restent beaucoup plus de temps que sur YouTube. Donc pourquoi pas gratter peut-être des petites parts à YouTube, ou alors, justement, aller vers le contenu que les gens voudraient peut-être chercher sur TikTok. Et moi, j'ai pas leurs stats, très honnêtement. Mais je pense que s'ils attirent les créateurs et qu'ils leur disent « faites des vidéos d'une minute », c'est qu'il y a réellement une stat qui est sortie de leur côté et qui dit « les gens, ça peut les intéresser ». Et c'est obligé. Mais moi, à la base, vraiment, quand je regarde TikTok, je trouve ça beaucoup plus impactant et beaucoup plus sympa de partager à des amis une vidéo où, je sais pas, il y a un petit bol d'œuf dur, comme ça, en premier plan. Et puis, tac, il y a un monsieur en fait qui est chauve, qui était caché dedans. Et puis, ça dure 15 secondes. Moi, ça me fait hurler de rire. J'ai un humour très compliqué. Et je l'envoie à des potes. Et puis, je leur dis, passez une bonne journée. Et puis, c'est tout. Moi, à la base, c'était ça, TikTok. Mais tu t'y es mise, toi aussi, aux vidéos aux vidéos plus longues. À la base, moi, je fais des vidéos d'à peu près 30-45 secondes. Et selon les sujets, je fais plus long. Mais c'est pas parce que je cherche à 1 minute. C'est pas parce que je cherche à arriver à 1 minute. Je sais que déjà, les thèmes sont compliqués. Et puis TikTok, pour moi, n'est pas encore adapté à une navigation sur une longue vidéo. Parce que Instagram... Oui, vas-y. Instagram a un peu essayé de faire le YouTube, mais ça n'a pas fonctionné. Ça et n'a maintenant, pas fonctionné. Ils font du TikTok. Ouais, exactement. Mais en fait, pourquoi on peut rester sur une vidéo de 30 minutes, 1 heure sur YouTube? Parce que la navigation, elle est simple et qu'en plus, à ce moment-là, on a établi un contrat avec YouTube de « je vais rester 1 heure avec toi ». Sauf que sur TikTok, on ne sait pas déjà directement combien de temps la vidéo elle va durer, donc on se sent un petit peu... un petit peu truqué. Donc on avance au fur et à mesure avec le TikToker et en plus de ça, on n'arrive pas à naviguer tranquillement dans la vidéo. Et je trouve que c'est ça qui est un peu compliqué avec la plateforme. Je ne sais pas comment elle va évoluer par rapport à ça. J'aimerais bien qu'elle évolue parce que si elle veut un petit peu gratter des parts de marché à YouTube, par pitié, essayer de justement nous donner ce truc de navigation dedans. C'est surtout ça. Alors on a Brian qui nous pose une question pour toi. C'est quand tu as commencé,
comment tu t'y es prise pour augmenter très rapidement tes stats? Tu en as un peu parlé, Oui. les fameux 100 000 qui sont arrivés en fait Ouais. en 2 semaines. Ouais. C'était en fait la fin de la période où ils étaient très, le reach était très fort, c'est ça? Pour moi, Ouais. on va dire, ouais. Ouais. Mais comment, j'ai pas très bien compris la question. C'est comment tu as augmenté très rapidement tes stats? Comment j'ai augmenté très rapidement mes stats? Comme j'ai dit, vraiment, ça a été un afflux de personnes d'un coup qui est arrivé. Et là, tu sens Mais que c'est plus difficile de monter? c'est beaucoup plus difficile parce que déjà, je suis dans un domaine qui on va pas se mentir, la crypto en ce moment, elle se sent pas très bien. Et en même temps, c'est un sujet dont les gens ont envie de parler. En tout cas, envie ils de ont parler. Oui, oui, puis ils ont exactement. envie de comprendre. Et Ils ont envie de c'était un peu comprendre. ton positionnement. Enfin, c'est Exactement. pas un peu, c'est carrément ton C'est pédagogie positionnement. complète. Ouais. Ouais. Ah ouais, complètement. Et en fait, l'intérêt de la pédagogie, je ne sais pas si vous avez, dans vos études ou alors, au lycée, au collège, vous avez déjà révisé énormément de temps pour un examen où vous n'avez pas eu une bonne note. Ok. Et à la fin, vous ne voulez plus entendre du sujet. Non, mais après, vous ne voulez plus jamais entendre parler du sujet. Ouais. Moi, j'avais ça en prépa. J'ai Tu penses que révisé. c'est ça la crypto? La crypto, non. Mais je veux dire que quand on investit, qu'on se donne, qu'on essaie de comprendre énormément et que d'un coup, tout se crache, qu'on a une déception telle que du coup, le lendemain, on ne veut même plus en entendre parler, et on se désintéresse de tout ce qui est dans l'écosystème crypto, y compris moi. Et c'est normal. C'est normal, on ne veut pas entendre une fille toute guillerette comme ça qui arrive dans ses escaliers et qui fait. Tu discutes avec peut-être d'autres créateurs TikTok sur la crypto? Tout le monde vit un peu ça? Ah oui, complètement. Mais après, ça dépend parce que à partir du moment où c'est de la pédagogie, à partir du moment où c'est de l'actualité, il n'y a pas de souci. Mais souvent, on est obligé de parler de plateformes, on est obligé de parler de projets qui sont présents. Et même si nous-mêmes, on a envie d'être rémunérés, on choisit les projets, on choisit les plateformes dont on a envie de parler. Mais ces moments-là, où on fait des vidéos spécifiques sur des projets, des plateformes, c'est très mal accepté. Et c'est normal. Parce que personne n'a envie d'entendre parler de quelque chose qui leur a fait perdre de l'argent. C'est normal. Deux dernières questions, ensuite on va avancer parce qu'on a d'autres rubriques. Donc on a Brian toujours qui nous demande pourquoi avoir choisi Ethereum et non pas avoir publié sous ton propre nom. Okay. Et puis moi j'aimerais bien que tu dises aussi deux choses, deux, trois mots sur le ton, parce que le ton que tu as par exemple dans les vidéos LinkedIn n'est pas du tout le ton que tu as sur TikTok. Ouais. Donc l'importance du ton lié en fait à la plateforme. Et je fais juste une parenthèse pour répondre je crois que c'est Morgane, il me semble, je ne suis pas sûr, qui me demandait sur quel outil on utilise. Oui, c'est Restream. La réponse est alors, le choix du nom, très simple. À la base, je me suis lancée sur TikTok pour faire une blague à mon patron, tout simplement. C'était Jérémy Bendayan qui lui-même était déjà sur TikTok pour parler de crypto. Et je me suis dit certainement que pour toi qui est fait exactement pour nous, on est bien d'accord, doit être rempli de créateurs crypto. Donc, je me suis dit, si je me lance et que je mets les bons petits hashtags, juste 3 vidéos, j'ai enregistré 3 vidéos seulement à ce moment-là, juste 3 vidéos où je mets les hashtags, je parle de crypto, peut-être, je dis bien peut-être que son addiction à TikTok, il va me croiser et que ça va le faire rire. C'était uniquement ça. Bien que je m'intéressais déjà aux crypto et j'avais envie d'en parler, mais ce n'était pas une ambition particulière d'en parler tous les jours et de... Voilà. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui serait encore plus drôle? C'est de ne pas m'appeler Diane. Parce qu'il peut avoir le doute. Il peut se dire, c'est pas elle. Sur un malentendu. D'ailleurs, j'avais prévu de mettre une perruque blonde à la base. Très honnêtement. Ouais, perruque blonde. Ce que tu as fait d'ailleurs. Je l'ai déjà fait, bien sûr. Mais ça, c'est parce que j'adore déguiser Jérémy. C'est mon petit plaisir à moi, c'est le faire danser et se déguiser. Au plus grand plaisir de sa femme d'ailleurs, qui le voit sous un nouveau jour de temps en temps. Donc, je regarde un peu les possibilités de noms et je me dis, j'ai pas envie de créer un nom bizarre et tout ça. Je regarde dans mes deuxièmes noms. Je m'appelle Diane, Esther, Marie-Claude. Bon. En même temps, Marie-Claude. Marie-Claude, tout à fait, mais pas super crypto. Enfin, je sais pas. Esther, et Marie-Claude, je veux bien le mettre, mais pour, je sais pas, un prochain compte sur décoration d'intérieur, tricot. Esther, ça te semblait plus crypto. Esther, et je vois Ethereum. Ethereum qui est la deuxième crypto la plus connue au monde. Donc, je me dis Esther. Et ça a marché? T'es arrivé dans C'est pour toi? Comment? T'es arrivé dans C'est pour toi? Ça a marché? Ça a marché au bout de 2 jours.
Ouais. Parce qu'en fait, ma première vidéo, je pourrais vous montrer des screens après, hein, vous verrez, j'avais 40 vues le premier jour. Le deuxième, je me réveille et j'ai un gros choc parce que je vois 1000 vues. J'appelle un garçon qui à l'époque était donc Théodore, mon stagiaire, qui lui aussi est passionné de crypto, et on s'est dit viens, on va faire ça ensemble, on va pranker Jérémy. Je lui dis regarde, on a 1000 vues, incroyable. Le soir, on en avait 100 000. Donc en fait, il nous a vus directement. Et il a dit mais Diane, c'est mort, tu continues maintenant, tu continues. Donc c'est comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai choisi Ethereum, c'était uniquement parce que et aussi bien sûr parce que je voulais détacher les deux. Et le ton, par rapport au ton. Alors le ton, justement. Le ton, justement, honnêtement, je sais que j'ai un ton différent sur LinkedIn, mais j'ai pas l'impression non plus de trop me cacher. En fait, je vais dire, sur TikTok, j'enregistre souvent les vidéos sans forcément beaucoup de texte, des bullet points, des choses comme ça, donc c'est complètement improvisé, et donc ça me ressemble, on va dire, complètement, même si je parle de choses un peu bizarres de temps en temps avec un peu des gros mots, tout ça. Je ne suis pas grossière, je ne suis pas vulgaire. Mais voilà, c'est un peu le ton que j'aime bien. Je sais aussi que la plateforme, il y a quand même beaucoup de gens qui sont jeunes, que c'est un ton qui change aussi par rapport à tous les autres créateurs qui sont présents sur les cryptos, sur la finance, qui sont un peu sérieux et qui disent l'Europe est en train de partir dans tous les sens. Donc je me suis dit, peut-être si je fais mon vrai ton à moi, que je suis un peu honnête sur ce que j'ai envie de représenter, peut-être ça marchera. Et ça a à peu près marché, donc ça me plaisait. Et donc j'ai continué. Sur LinkedIn, c'est beaucoup plus scripté ce que je fais. Donc du coup, j'essaye de ne pas trop sortir de ça. J'oublie pas non plus que c'est un réseau professionnel, que je ne peux pas tout dire. Mais en soi, quand j'ai fait mon retour sur mon CV vidéo, j'ai bien dit des trucs genre personne n'a envie de travailler avec un casse-couille. C'est étrange de dire ça sur LinkedIn. Je me suis montrée en peignoir sur LinkedIn il n'y a pas longtemps. Enfin, c'est des choses, et c'est pour ça d'ailleurs que de temps en temps, je mets des contenus d'Esther sur LinkedIn juste pour voir. Juste pour voir si les tons peuvent aller. Et ça marche ou pas? Qu'est-ce que tu en penses? Du peu que j'ai pu mettre, oui. J'ai mis par exemple, mais c'était quelque chose qui ne rentrait pas dans le cadre de TikTok à ce moment-là, mais je l'ai mis quand même. J'avais mis une vidéo qui analysait une campagne de Rosa Paris sur, il me semble que c'était, je sais plus qui c'était, un Grand Frais. Ils avaient fait la pub de Grand Frais et il y avait eu un gros plagiat de Monoprix Qatar. Et du coup, j'avais fait ça sur TikTok parce que je me suis dit, j'ai bien envie d'en parler. Et je l'avais mis sur LinkedIn, qui en soi, ça aurait pu être une vidéo LinkedIn à la base. Au final, les deux ont marché autant sur les deux plateformes. Je me suis dit, on a trouvé un crossover, on a trouvé quelque chose, et peut-être que ça peut marcher. Après, j'ai tenté de parler de crypto sur LinkedIn, mais je savais qu'une vidéo, il fallait bien choisir le bon thème. Donc, on restait quand même sur publicité crypto. Mais c'était, voilà. Alors, on est un petit peu en retard. Désolée. On va revenir sur LinkedIn. Non, mais merci. On va revenir sur LinkedIn et donc on va revenir sur LinkedIn en se posant la question, faut-il lancer sa newsletter sur LinkedIn? Vous l'avez sûrement remarqué, depuis fin 2021 pour les membres et avril 2022 pour les pages entreprises, il est désormais possible de créer des newsletters directement sur LinkedIn. Alors, faut-il lancer votre newsletter LinkedIn? Quels bénéfices? Qui peut le faire? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Quels sont les bénéfices d'une newsletter LinkedIn? Chez Story Jungle, on en voit 3. 1. Tout d'abord, à l'externe, il s'agit d'un véritable levier de fidélisation permettant à l'ensemble de vos cibles corporate de vous suivre réellement. Lors du premier envoi, vous convertirez en abonnés 10 à 15% de vos followers. On en a lancé une pour un de nos clients qui a recueilli plus de 150 000 abonnés en une semaine. 2. Moins attendu, mais nous on le constate chez Story Jungle, la newsletter LinkedIn est aussi un puissant outil de communication interne et d'employee advocacy, car il permet aux collaborateurs de suivre l'actualité de leur entreprise et d'y réagir. 3. C'est également un outil très efficace pour étendre votre audience éligible au retargeting pour vos futures campagnes d'acquisition. Et par ailleurs, sachez que vos newsletters LinkedIn contribuent à votre SEO, elles sont référencées dans Google. Les membres ayant activé le mode créateur ou les pages entreprises et même les pages vitrines. Pour les membres, il suffit d'avoir activé le mode créateur de LinkedIn et pour les pages entreprises, il faut être un minima administrateur de contenu.
Alors vous l'avez vu, les newsletters LinkedIn présentent de nombreux avantages pour booster votre communauté, que vous soyez une entreprise ou un influenceur. Il vous faudra de la régularité et donc forcément suffisamment de matière pour pouvoir publier du contenu pertinent et en tirer des bénéfices. Si vous voulez en savoir plus, cliquez sur le lien ci-dessous. Et vous avez ou vous allez lancer votre newsletter LinkedIn? Allez, dites-nous ça en commentaire. Ouais, et la newsletter, c'est aussi disponible pour les membres. Est-ce que tu envisages de lancer une newsletter sur LinkedIn? Sur LinkedIn, non. Par contre, sur TikTok, peut-être. Ouais. Sur TikTok, peut-être. Parce que justement, c'est un moyen très sympa de pouvoir communiquer les actualités, de faire plein de choses. C'est hyper intéressant. On a des retours sur justement l'efficacité? Bien sûr, il y a des créatrices de contenu comme Caroline Jurado qui Ouais. ont leur newsletter, qui cartonnent, elles sont incroyables. Il faut avoir par contre le temps de l'écrire. Et je pense que pour faire ça, Mais quand tu faut dis être attentif. sur TikTok, tu parles sur les sujets crypto? c'est ça Sur que les tu dis? sujets crypto, ouais. D'accord, Ouais, mais ouais, pas complètement. sur la plateforme TikTok? Non, Euh, non, pas du tout. Non, d'accord. pardon, excuse-moi. Ok, je me disais, Excuse-moi. j'ai Non, raté non. quelque chose. TikTok vient de Newsletter, sortir une nouvelle une fonctionnalité. fonctionnalité que je connais, parce que LinkedIn a sorti sa newsletter. Ok, d'accord. Ça cartonne. Ok, oui, C'est oui, ça la cartonne dans newsletter tous les de cas. LinkedIn ça. cartonne, tu convertis 10 à 15% de ton audience, sûr. voilà. Donc Ouais. en abonnés. Donc c'est Ouais. en fait toutes les marques ont investi beaucoup de temps pour créer des grosses communautés sur LinkedIn, et c'est le moment où en fait tu transformes, en fait tu prends ton bénéfice et tu transformes l'investissement justement en personnes engagées qui La suivent belle ta- conversion. Mais la tu as conversion. raison de dire que ça prend du temps. Ça Parce que prend énormément de effectivement, temps. Et c'est d'ailleurs de la création de contenu sur Ah ouais. laquelle on a besoin d'accompagnement. Oui. Et nous, c'est quelque chose qu'on développe beaucoup Ok. à l'agence en ce moment. Ah, c'est génial. Et c'est très puissant. Ouais, ouais. Alors, Eve est partie, on a oublié de le dire. Et bonjour Filippo. Bonjour Gilles. On parlait de risotto tout à l'heure, donc Filippo C'est fait, semble-t-il, des très bons risottos. c'est vrai. D'après Et ce qu'on dit. j'ai une recette. On fait un deuxième live avant. qu'on parle de recette. Enchanté en tout cas. Santé. Donc, Filippo est notre directeur marketing. Super. Et tu voulais parler? Et je voulais parler de marketing, justement, et Ok. d'engagement, notamment. Engagement. Ok. Donc, en fait, il est évident que l'obsession pour l'engagement se décline différemment. En fait, c'est en fonction des résultats que l'on veut obtenir. Bien sûr. D'accord. Et donc, de mon point de vue, qui est, comme tu peux bien imaginer, très orienté marketing, sur LinkedIn, on est plutôt loin des TikTok. Donc, par rapport aux canaux, la cible, les rythmes et évidemment les formats, ou non. Ah, on est complètement différents. En fait, LinkedIn déjà propose un flux qui est un petit peu, vous postez quelque chose, vous avez votre audience de base, mais par contre après, est-ce que ils vont pousser les contenus qui sont les plus engageants? Je ne sais pas. Ils essaient de faire un petit mix quand même des choses. TikTok, c'est la guerre. C'est complètement la C'est guerre le pour front ça. en fait. Hein, C'est la guerre complète, mais parce qu'en fait, TikTok est connu pour ça, pour son algorithme, et en soi, les vidéos qui marchent sont des vidéos qui sont l'exemple même de l'engagement et de la perf, tout simplement. Donc c'est des vidéos qui ont été vues longtemps, qui ont suscité de la réaction, qui ont été aimées et qui ont été validées en fait par énormément de gens. Donc si vous vous retrouvez avec une vidéo qui a 100 000 likes sur votre pour toi, c'est que objectivement, il n'y a pas de subjectif. Objectivement, elle marche. Alors moi j'ai une question quand même. Pardon, parce que c'est une question importante. C'est quelle est ton audience, je veux dire, en termes de cible? Est-ce que on a, parce qu'on a souvent associé TikTok à des cibles très jeunes. Moi j'ai vu passer un post LinkedIn, une personne dont j'ai oublié le nom, et je suis désolé, j'aurais bien aimé la citer, qui disait, voilà, qui fait des formations. Alors, je crois des formations au sens large, peut-être des formations LinkedIn, peut-être, je sais pas, des formations, qui disait qu'il avait mis des messages sur Instagram et sur TikTok. Que sur TikTok, il avait eu de l'engagement, etc. Il publiait en fait la même vidéo, mais en revanche, il avait traqué qui venait en fait sur sa page pour vendre en fait ses formations. Ouais. Donc depuis quelle Ça plateforme il venait venait. d'Insta. Et il y avait 10 fois plus de chiffre d'affaires qui venait d'Instagram que de chiffre d'affaires qui venait de TikTok. En chiffre d'affaires. C'est-à-dire qu'en fait, il y a de l'audience sur TikTok, mais il n'arrivait pas à la convertir en fait en chiffre. Donc est-ce que tu trouves que les audiences changent et qu'on a maintenant Les une audiences vraie changent. diversité Ouais, complètement. Les audiences changent et ça, on le remarque très simplement. Si vous avez 30 000 abonnés sur Insta, les annonceurs vous font beaucoup plus confiance que si vous en avez 100 000 sur TikTok. Donc ça veut bien dire qu'il y a une différence d'audience. Parce que moi, je sais que mon audience sur TikTok, elle est de
15 ans à 35, mais on ne peut pas savoir la proportion des 15 ans. Donc en soi, moi, à partir du moment où ils n'ont pas de carte bleue dans la main et qu'ils ne peuvent pas s'en servir, bah, les marques, les annonceurs, ils ne veulent pas de ça. Et c'est normal. Alors que sur Insta, bah, c'est un public quand même qui est là depuis quand même beaucoup plus longtemps. Et les jeunes, je ne sais pas s'ils vont... Bah, les jeunes... Oh, je suis vieille. Oh là là. Oh là là. Bon, ok, on se reprend. Les gens qui sont un peu moins âgés que moi, finalement, ne sont pas sur ces plateformes. Tes étudiants, mes étudiants, voilà. Exactement. C'est pire. Oui, parce que Diane enseigne la créativité. Création de contenu, ouais, sur TikTok principalement. Mais du coup, oui, alors nous les jeunes, et ceux qui le sont moins, sont eux plus sur Snapchat, ils sont de moins en moins sur Insta et sur Facebook, ils sont de plus en plus sur TikTok, sur Snapchat et sur WhatsApp un petit peu aussi. Mais en soi, ils délaissent un petit peu ces plateformes-là. Donc en soi, on peut croire on peut penser. Encore une fois, je n'ai aucune stat et c'est fait à l'instinct, ne suivez pas. Non, c'est bizarre de dire ça. Mais en soi, j'ai l'impression que le public qui est sur aujourd'hui Instagram, c'est des gens qui étaient là dès le début d'Instagram et qui aujourd'hui sont quand même un peu plus matures, un peu plus convertissables. Canapé, alors, quoi. Mais c'est vrai que cette question de la conversion, elle est essentielle et elle est bien sûr liée à on va dire cette section marketing de notre conversation. Ouais. C'est que les marques commencent vraiment à se poser la question. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut qu'on aille sur TikTok? Et nous, c'est des questions qu'on nous pose de plus en plus. Et toi, la réponse que tu apportes à cette question? Ma réponse, c'est qu'il faut absolument aller sur TikTok. Il faut absolument y aller. Déjà parce que marque B2B. Ah. Ah là là. Non. Finis déjà sur le B2C. Parce que le B2C, j'en suis certaine. Parce que déjà, les gens maintenant suivent les influenceurs aussi sur TikTok. Et ils ont de plus en plus de notoriété, ils sont de plus en plus appréciés. Et en soi, une marque B2C qui demande par le marketing d'influence tout simplement de tester leurs produits sur TikTok, il y a de plus en plus de crédibilité. Et on est moins... En fait, c'est bizarre de vous dire ça, mais les créateurs de contenu sur TikTok sont très peu... sont tellement jeunes, mais quand je dis jeunes, dans leur carrière, que du coup, on ne peut pas croire qu'ils sont comment on peut dire... pas objectifs, on va dire. Ils ne sont pas encore dans la machine du business et du marketing d'influence. Ils sont pas, il y a une forme de fraîcheur. Il y a une sorte de fraîcheur qu'il n'y a plus sur YouTube, on va dire. Ou par exemple, les youtubeuses beauté, je vous parle de ça parce que je connais ça, mais les youtubeuses beauté, aujourd'hui, on connaît leur technique, on connaît la façon, ça fait 10 ans qu'elles font du contenu, et ça fait 10 ans qu'elles disent aujourd'hui une marque dont j'ai hâte de vous parler. Il y a écrit juste en dessous le lien de la description et juste là. Ça fait une centaine de vidéos qu'elles commencent comme ça. Donc voilà. Alors que là, on a des créatrices qui sont fraîches, qui sont hyper contentes de recevoir des produits chez elles, qui des fois font de la promotion sans avoir été payées. Donc il y a quelque chose où les annonceurs ont tout à gagner à passer par le marketing d'influence là-dessus. Parce que les gens, en plus, ils ne sont pas en plus fatigués par la vie de création en plus, donc ils ont envie de se donner. Et à côté de ça, c'est hyper important de faire un lien avec une audience qu'on peut capter aussi sur TikTok, qui soit jeune certes, mais aujourd'hui, il ne faut pas oublier que la plateforme elle est plus jeune. Elle est plus jeune du tout. Les gens de 15 ans, ils sont là certes, mais il y a des gens qui vont jusqu'à 40 ans et c'est tranquille, même plus. Et je veux dire, c'est même plus, quand je dis 40 ans, ma soeur a 40 ans. Donc, c'est pour ça que je parle de 40 ans, c'est l'horizon, c'est ça le truc indépassable. Non, du tout, parce que moi, plus je grandis, plus l'horizon s'éloigne. Donc, c'est très bien. J'ai lu un article qui indiquait que entre 35 et 50 ans, TikTok gagne des abonnés entre 35 et 50 ans, 1 million par an. Complètement. Et il y a de plus en plus de créateurs de contenu qui eux-mêmes sont plus âgés. Et c'est incroyable. Et qui sont beaucoup plus spécialisés. Moi, je suis un homme qui parle uniquement de fromage. Voilà. et c'est avec toute son expérience. Et c'est génial. Ou un homme qui montre des champignons. Alors ça, ils sont très forts. Des champignons dans la forêt, quoi. C'est encore autre chose. J'ai une petite question, vraiment, d'un point de vue marketeur et marketing. Donc, tu as mentionné différentes plateformes, d'accord? Et tu as mentionné 30 000 abonnés sur une, 100 000 likes sur l'autre, les rêves. Carrément. Ma question est, est-ce que tu as un indicateur de préférence déjà quand tu fais des vidéos entre les commentaires, les likes, les enregistrements, les partages? Tu penses qu'ils s'équivalent tous ou... c'est ce que je disais sur LinkedIn, c'est-à-dire qu'un commentaire, je le prendrai plus au sérieux. En fait, c'est le temps que vous m'accordez.
C'est surtout ça. Je prends vraiment ça comme ça. Plus vous me donnez de votre temps, donc de l'attention, plus je le prends comme quelque chose d'énorme. Vous prenez le temps de m'écrire un commentaire, c'est incroyable. Vous vous rendez compte? Vous avez regardé ma vidéo et vous prenez le temps vous prenez le temps de liker, d'aller sur mon profil et de regarder d'autres vidéos. Mais merci. Justement, merci aux gens qui nous laissent des commentaires. Bah oui, voilà. Et j'en profite pour dire à Sophie, oui, on va faire un résumé de ce live. On va le conclure, à mon avis, plutôt vers 14h10, 14h15. On va un peu dépasser. Mais en même temps, on est sur Internet, on n'a pas l'émission derrière. Je voudrais juste rebondir sur ce que tu viens de dire, parce qu'effectivement, tu dis, voilà, c'est génial. C'est-à-dire qu'il y a une vraie interaction, il y a un échange qui s'installe. Mais comment est-ce que cet échange, on arrive à le convertir concrètement? Comment l'échange, on arrive à le convertir? Alors toi, c'est pas ton cas aujourd'hui, tu n'es pas dans cette dynamique-là. Marketing, oui, pour le coup, la casquette vraiment marketing, comment cet échange, on peut le convertir? J'essaie d'avoir des exemples de publicité où justement, moi je sais que les publicités que je fais, par exemple, j'ai des marques en tête, mais où par exemple on fait une vidéo qui peut ressembler à du feed. Un top 3, un 5 raisons 2. Ben, des fois, ces vidéos-là vont beaucoup plus convertir parce qu'il y a énormément d'engagement. Parce que justement, les commentaires vont faire comprendre à la plateforme que la vidéo a de l'intérêt. Et du coup, elle va le publier à beaucoup plus de personnes. Et du coup, au niveau de la campagne, les prix vont baisser parce que la plateforme va la mettre justement beaucoup plus en valeur. Et donc, forcément, le rapport entre la dépense et le nombre de conversions et justement ce que ça a rapporté derrière, c'est hyper intéressant pour l'annonceur. Ça, c'est hyper cool. Donc l'engagement derrière, ce commentaire-là, même si ce n'est pas la personne qui a commenté et qui a commandé derrière, cette personne, elle a participé quand même à ramener d'autres personnes et à faire comprendre à la plateforme que cette vidéo-là, elle est cool. Et que du coup, boum, on envoie ça. Je sais pas si on se parle bien là. Ok, je parle moins de champignons. Pas que les risottos. Ok. Non, mais du coup, voilà, c'est surtout ça. Donc, comment on arrive à mettre ce commentaire-là? Après, il y a encore autre chose, c'est qu'une personne qui commente, c'est une personne, comme je le dis, qui a de l'intérêt. Donc, après, ça dépend. Si c'est une vidéo qui fait un bad buzz et qu'elle commente en disant je déteste cette marque et là, c'est sûr qu'on ne va pas la convertir. Mais par contre, si c'est une personne qui commente en disant intéressant votre produit, vous pouvez m'en dire plus? Génial. La marque va répondre juste derrière, parce que dans une publicité, on peut quand même répondre juste après. C'est top. Et puis derrière ça, on engage encore plus. On envoie des vidéos. Là, par exemple, si c'était juste une publicité produit pure, hyper esthétique, ok, tac. Vous avez votre commentaire, vous avez votre réponse de la marque. Derrière, on revient dans la campagne média. On envoie un test avec une fille hyper jolie qui teste le produit, Ok, superbe. Hop, la personne tombe dessus parce que forcément, c'est rentré dans ses centres d'intérêt. Superbe. J'ai vu le truc. En plus, elle me dit que ça me fait une peau superbe. Génial. Et puis ensuite, on balance une belle story où il y a une personne qui a le produit à la main et qui dit j'ai testé ça, c'est génial. Et puis, on a réussi à convertir. Mais il faut par contre l'intégrer dans une logique et pas qu'avec des vidéos bien sûr, aussi avec des images et des contenus motion et des choses comme ça. Alors, une dernière question, on en parlait tout à l'heure, pour moi dans le secteur du B2B c'est assez clair et je pense qu'il faut le faire, mais dans le secteur du B2C, peut-être la question se pose, est-ce qu'il faut s'appuyer sur des influenceurs existants? C'est le marché des influenceurs, colossal, ou est-ce que maintenant le sujet c'est vraiment de développer en interne ces influenceurs, c'est essayer de trouver des gens qui vont cartonner sur TikTok, qui vont cartonner sur Twitch, dont on n'a pas parlé, c'est une super plateforme, etc. Enfin, bref, est-ce qu'il n'y a pas un sujet pour les marques d'essayer de devenir en fait des fermes à célébrités, mais de trouver, détecter des talents et essayer de les faire monter comme potentiels ambassadeurs? Complètement. Alors moi je pars du principe qu'il faut des deux. Il faut les deux. Il faut de la campagne d'influence certainement parce que dans tous les cas sur une plateforme comme TikTok qui a réussi justement à faire élever des têtes maintenant connues sur la plateforme, c'est important que ces têtes-là après puissent en parler et que les gens se disent ok, donc le gars il en parle, c'est cool, je l'ai vu sur sa vidéo, ça imprime un peu. Mais derrière, il faut créer une vraie relation avec les gens. Comment on le fait? C'est en faisant des vidéos sur un compte dédié. Alors vous le faites avec des influenceurs et puis après vous équilibrez avec des personnes en interne. Oui, il faut développer des personnes en interne. Nous, on a des clients qui le font très très bien, on leur donne des conseils et ça marche très très bien, il n'y a aucun souci. Mais oui, c'est compliqué de trouver sa tête d'affiche, ça c'est clair. Mais il y a plein de façons de s'exprimer sur TikTok
en dehors de devoir parler face caméra comme moi je le fais, comme Jérémy le fait, comme plein de gens le font. Et on peut faire de la voix off, on peut mettre Comme Filippo va bientôt le faire en parlant de risotto. Voilà, exactement. Non, mais il y a plein de choses. C'est-à-dire que même les vidéos satisfaisantes ASMR et tout ça, je parle par exemple de grandes marques d'outils pour la cuisine, par exemple. Vous voyez bien, des fois, c'est juste un clac, 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 boum, 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 zoom, zoom, zoom. Je le fais mal. Mais vous avez l'idée. Et puis après, la vidéo fait un reach de fou parce que tout simplement, c'est dans la tendance du truc. En fait, pour moi, ça remonte vraiment à l'archétype du marketing. C'est vrai que le marketing d'influence, c'est quelque chose d'assez récent, mais en même temps, ça s'attache à quelque chose de très, très vieux, qui est comprendre ses clients et savoir s'identifier avec eux. Et de donner comme message, nous sommes vous, vous êtes nous. Et donc, quand on porte quelqu'un à un brand ambassadeur, quand on prend quelqu'un d'interne à représenter la marque, il ne faut pas que cette personne, désormais, dans ces temps-là, soit détachée de son public. Au contraire, il faut une identification complète. Je sais pas si il y a de ça, et c'est hyper intéressant parce que c'est vrai que ces créateurs de contenu-là, sur YouTube, c'était à peu près une fois par semaine qu'ils lançaient des vidéos et du coup, on pouvait les suivre et on créait déjà un lien. Et TikTok, c'est une fois par jour. On les voit évoluer. On a l'impression limite qu'on pourrait être pote avec eux. On prétend à devenir pote avec eux. Donc, on a une confiance qui se met en place, une relation qui se met en place. Donc forcément, ce truc-là, on donnera beaucoup plus de légitimité à une jeune femme, à un jeune homme qui parle tous les jours et qui pourrait présenter un produit, qui a aujourd'hui une Eva Longoria, je dis ça comme ça, qui parle de ses cheveux qui sont parfaitement brillants, et qu'on a payé énormément d'argent juste pour faire ça. Et pourtant, bien sûr, tout se complète encore une fois dans une stratégie complète. C'est-à-dire que sans Eva, on n'a pas l'image de la marque, on n'a pas certainement aussi cette belle campagne qui marche bien à la télévision et dont on a besoin. Mais sans ces influenceurs-là derrière, on ne convertit pas non plus pour avoir la confiance de l'audience. Et c'est justement ce côté, je m'identifie à toi et j'ai envie de tester. Alors Diane, on en reparle juste après. On parlait tout à l'heure des carousels. Et nous, on vous propose en fait sur LinkedIn un carrousel des carousels. C'est beau. 4 fois plus de résultats avec votre contenu LinkedIn. L'expert des réseaux sociaux, Richard van der Blom, a étudié des milliers de posts et donne 21 astuces pour dompter l'algorithme de LinkedIn. Simple et efficace. Le carrousel, un outil pour la marque employeur. C'est en tout cas la démarche de la société Join qui a donné la parole à ces nouvelles recrues. Fallait y penser. Le carrousel devient politique. Claire Nouvion l'a bien saisi. Cette Erin Brockovich des océans alerte sur les pillages des eaux africaines par la France dans un PDF de 10 pages. Un cri d'alarme qui trouve son écho sur la plateforme. Et vous, quel carrousel vous a inspiré ? On va vous poster en fait en commentaire tous les liens vers les carousels qui viennent d'être cités. Alors Filippo, tu avais une dernière question. Une dernière question qui s'attache au dernier point dont on parlait. LinkedIn va devenir le Amazon du B2B. Est-ce que tu y crois? Qu'est-ce que tu en penses? Ok. Toute l'audience LinkedIn qui t'écoute et tu es sur LinkedIn. Attention à la réponse. Non, est-ce que j'y crois? Est-ce que j'y crois à Amazon dans le sens où on peut aller chercher ce qu'on veut dans le Alors, B2B? c'est intéressant. On peut développer, juste on peut prendre une minute pour essayer d'expliquer ce qu'ils ont dit parce que c'était assez intéressant. L'idée, c'est de dire, voilà, on fait des comparaisons entre le B2C et le B2B. Le point de départ, c'est de dire, en B2C, l'expérience utilisateur, l'expérience client, c'est beaucoup amélioré, a beaucoup changé ces dernières années. On pense par exemple ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux avec les filtres, les choses comme ça. Enfin, voilà, il y a des expériences qui ont beaucoup différent, qui ont beaucoup changé. C'est pas le cas en fait en B2B. Et l'idée de LinkedIn, c'est d'accompagner en fait ce changement sur trois univers, on va dire, dans 3 actions, on va dire. C'est d'abord donc travailler sur une approche plus conversationnelle et donc c'est pour ça qu'ils lancent un certain nombre de produits. Ils remettent effectivement, Eve le citait tout à l'heure, ce qui était en fait les messages, les conversational ads qu'on recevait dans les messageries
et qu'on n'a plus le droit de recevoir en Europe, Ok. ils le mettent in feed maintenant pour essayer de commencer, de démarrer en fait des conversations avec la marque. Ils vont aussi permettre de pousser, on l'a dit tout à l'heure, les contenus publiés par des ambassadeurs. C'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est être capable de mieux suivre ce que font les gens. Alors il y a la mort du cookie en fait. Et donc l'idée pour essayer de s'affranchir du cookie qui va disparaître, je suis en train de faire tout le discours LinkedIn, je ne suis pas payé par eux. Mais Le lien est juste en dessous. c'est de mettre un lien Patreon ou Tipeee. Donc c'est en fait de ne plus cibler une personne, mais de cibler des groupes. Et ça fait sens dans le B2B, parce que en fait dans le B2B, on essaie de convaincre plein de gens. C'est ce qu'on appelle les buyer circles. Tout comme le côté conversationnel, c'est l'idée d'avoir une incarnation des produits, mais aussi d'avoir des produits qui discutent avec vous sur une longue période. On ne va pas parler, mais un des sujets qu'il faudra suivre sur LinkedIn, c'est justement les pages produits qui existent depuis déjà un certain temps et auxquelles ils vont donner encore plus de poids. Et puis le troisième truc, c'est la mesure, c'est essayer en gros, les services marketing ont un gros problème, c'est qu'ils n'arrivent pas, ils ont du mal à attribuer le bénéfice de l'investissement dans la marque, d'une part, et d'autre part, quelquefois, c'est difficile sur les campagnes de ROI d'attribuer le bénéfice, en fait, d'où vient le client. Est-ce que ça vient de la campagne? Donc c'est un éternel travail dans la publicité. L'attribution, c'est très compliqué. L'attribution. Et donc, ils essayent de travailler. Enfin, ils ont annoncé qu'ils allaient travailler sur ce sujet-là. Donc, voilà les trois volets. Donc, voilà le contexte. Et donc, l'idée, c'est de faire un Amazon qui va être un peu différent, évidemment, du B2B, parce qu'on n'est pas sur le bouton pour acheter immédiatement et avoir demain le produit. On est plus sur suivre des cycles de vente de 6 mois et obtenir en fait de la performance et savoir d'où vient cette performance pour pouvoir s'obtenir. Voilà, d'accord. Moi, je dis pourquoi pas. Franchement, non, mais en soi, LinkedIn, on sait que c'est en plein essor. En témoigne déjà rien que le fait de réduire le reach, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont confiants. Ils ont pris la confiance, LinkedIn, dans tous les bacs. Ils ont réduit au moins 2 ou 3 fois ces dernières années. Ces 2 dernières années. Donc, ils ont pris la conf. Ils ont pris la conf. Donc, moi, je pense que LinkedIn est en plein essor. Les gens commencent à venir, mais même les gens de mon âge, c'est-à-dire ils savent... Non, mais les gens de mon âge... Décidément, on va pas s'en sortir. Hein. Et genre mon âge qui voit de plus en plus d'intérêt, parce que moi je sais que quand j'étais en école de commerce et qu'on me disait il faut absolument vous mettre sur LinkedIn, on me disait quel intérêt. J'avais 20 ans et on me disait quel intérêt. Et aujourd'hui c'est oui bien sûr je suis sur LinkedIn. Bien sûr là on est un samedi et je suis sur LinkedIn, il y a quoi? Enfin je vais sur mes actus, je vois plein de nouvelles choses. Donc je pense qu'il y a un gros boom. Même les influenceurs qui sont sur les autres plateformes commencent à s'y intéresser. Pour vous dire, juste avant de venir ici, j'étais avec un influenceur TikTok qui fait du parcours, qui grimpe sur les toits de Paris et qui me demandait des conseils pour se mettre sur LinkedIn. Il faut dire un truc dur. Faut pas faire. Faut pas faire. C'est pas bien. C'est pas bien. J'ai bien aimé moi, mais faut pas faire. C'est pas bien. J'avais publié une vidéo. C'est très sympa le coup, mais c'est vraiment dangereux. Mon père m'a demandé de plus jamais faire ça, donc je vais plus le refaire. Écoutez vos parents. Écoutez vos parents. C'est bizarre comme conclusion pour une émission comme ça. Non, donc du coup, ils me demandaient des conseils pour aller sur LinkedIn. C'est-à-dire que des personnes qui sont complètement instagrammables sur leur contenu, qui sont complètement adaptées à une audience comme TikTok, se disent les marques sont sur LinkedIn. Les marques sont sur LinkedIn et je dois m'y mettre. Sauf que je ne sais pas quelles sont les façons d'interagir avec les gens et que mon contenu soit LinkedInable, on va dire. Donc en soi, c'est en plein essor, donc pourquoi pas? Pourquoi pas l'Amazon? Allez, let's go. Let's go. Ça va être le mot de conclusion. Alors, donc on dit merci à tous ceux qui nous ont suivis aujourd'hui. On peut dire que vous pouvez suivre, j'allais dire Esther. Vous pouvez suivre Diane sur le compte donc Ethereum Crypto sur TikTok et sur le compte Diane Benamou. Sur LinkedIn. Bien sûr, n'hésitez pas à suivre Story Jungle et chacun d'entre nous. Et on se retrouve a priori dans un mois. Alors nous, on est en périodicité un petit peu flottante, on va dire, mais on se retrouve a priori dans un mois pour parler d'un autre sujet. Ce sera en fait le live de Noël. Donc exactement. on est en train de le préparer.
D'ici là, n'hésitez pas aussi à vous abonner si vous le souhaitez aux newsletters de LinkedIn. Il y en a une qui explore l'univers des contenus, l'autre qui explore l'univers de LinkedIn, dans la jungle de LinkedIn. Et je vous dis donc à bientôt sur Story Jungle et partout ailleurs, sur TikTok et ailleurs. Complètement. Merci Diane. Merci beaucoup à vous.